Merci, Monsieur le Président. L'analyse juridique des faits, comme vous avez pu certainement vous en rendre compte, ces différents faits sont constitutifs de prévention et de détournement de deniers publics à charge du premier et du troisième prévenu pour un montant de 115 995 106 dollars américains et à charge du premier et du troisième prévenu pour un montant de 89 millions de dollars. Du détournement des deniers publics à charge du prévenu Matata Pogno Augustin et Grobler Christostéphanus. Le détournement des deniers publics est l'opération illégale qui consiste à utiliser des sommes ou des biens appartenant à la collectivité à des fins autres que les biens publics. Il s'agit d'une appropriation frauduleuse des sommes dont on n'est que les dépositaires. Élément légal. En droit congolais, l'article 145 du Code pénal, livre 2, texte modifié à ce jour, prévoit que tout fonctionnaire officier public, toute personne chargée d'un service public ou parastatal, toute personne représentant les intérêts de l'État ou d'une société étatique au sein d'une société privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité d'administrateur, gérant, commissaire aux comptes ou d'autres titres, tout mandataire ou préposé des personnes énumérées ci-dessus qui aura détourné des deniers publics ou privés des effets immobiliers qui est entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de sa charge, sera puni d'1 à 20 ans de travaux forcés. L'article 2 dispose: en condamnant à la peine prévue à l'alinéa précédent, le juge prononcera en outre l'interdiction pour 5 ans au moins et 10 ans au plus après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité, l'interdiction d'accès aux fonctions publiques et paratatiques, quel qu'en soit l'échelon, la privation du droit à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation dont le but est de faire bénéficier au présent article l'expulsion définitive du territoire de la République démocratique du Congo après l'exécution de la peine si le condamné est un étranger. Les articles 164 de la Constitution et 72 de la loi organique numéro 13-026 du 15 octobre 2013 portant l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle rendent quant à eux votre Cour compétente à l'égard des co-auteurs et complices du Premier ministre pour les infractions de droit commun commises dans l'exercice de ses fonctions. Ainsi, pour être caractérisée, cette infraction doit réunir 4 éléments suivants: la qualité de la personne, la nature des fonds ou des biens détournés, l'acte matériel réalisé, l'intention de commettre l'infraction. In specie casu, de la qualité de l'auteur. Il doit s'agir d'un fonctionnaire ou d'un agent public ou une personne chargée d'un service public. Mineur, les dit dans les commentaires du Code pénal congolais, deuxième édition, l'Arcier Bruxelles 1953, page 319-320. En République démocratique du Congo, est fonctionnaire au sens des articles 145 et 145 bis du Code pénal congolais livre 2, tout agent public. Les codes de conduite de l'agent public portés par le décret loi numéro 017-2002 et du 3 octobre 2002 énumèrent les agents publics au nombre desquels l'on trouve les membres du gouvernement. Le prévenu Matata Pogno Augustin était au moment des faits membre du gouvernement en qualité de Premier ministre. Cette qualité est donc consolidée dans les chefs du premier prévenu, rendant également compétente notre juridiction, votre juridiction, à poursuivre les troisièmes prévenus, son co-auteur, conformément aux prescrits des dispositions pré-rappelées. De la nature des fonds ou des biens détournés. Pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie, il faut qu'il s'agisse de biens d'une nature donnée et que les dits biens aient été confiés de manière précaire à la personne qui les a détournés. Toutefois, il a été jugé que pour être dépositaire de deniers publics, il n'est pas nécessaire que les fonds soient matériellement entre les mains du prévenu, mais il suffit qu'ils soient mis à sa disposition en vertu ou à raison de ses fonctions. Cour suprême de justice RPA du 15 juillet 1983, inédit. Ainsi, s'agira-t-il des actes ou titres administratifs, des mandats de paiement ou des bons du Trésor. Dans les cas sous étude, nous avions relevé que le gouvernement de la République démocratique du Congo avait libéré 280 millions de dollars en faveur du projet agro-industriel de Bukangalonzo, dont
278 884 804 provenaient du Trésor public et 1 115 116 du Fonds de promotion de l'industrie et l'entreprise publique. La somme détournée de 115 997 106 $ constitue donc des fonds publics décaissés par le gouvernement congolais pour la réalisation d'un projet d'intérêt national, à savoir les projets agro-industriels de Boukangalonzo. C'est ici le lieu de signaler que les fonds publics qui appartiennent à l'État congolais sont soumis aux règles de la comptabilité publique et que la chaîne de gestion de ces fonds, notamment celle des dépenses, obéit à des exigences dont la méconnaissance volontaire conduit à des malversations. C'est le cas qui nous concerne dans cette cause. Ces fonds publics détournés, disions-nous, sont détaillés comme suit. Fonds détournés par le biais de la surfacturation et autres moyens illégaux, 96 117 669 $. Société écran des Sticlox, 16 10 900 000 $ américains. Société Fidafrica, 1 998 900 $ américains. Recettes de vente effectuées, 764 184 $. Avantages indus, 1 45 454 $ américains. L'acte matériel réalisé. Relativement à l'acte incriminé, la doctrine enseigne qu'il s'agit du détournement qui est l'élément matériel caractérisant cette infraction. Ainsi, aussi, entend-on par détournement l'usage ou la disposition d'objets ou de deniers qui sont dans les mains ou au pouvoir de l'auteur à une fin qui ne leur était pas destinée, et à détournement dès que l'objet a été distrait de sa destination. Dans les cas d'espèces, nous avons relevé que sur le montant total décaissé par le Trésor public, seule la somme de 34 150 507 a été effectivement affectée aux activités du projet agro-industriel de Boukangalonzo, et les premiers et les troisièmes prévenus n'ont pas pu justifier la différence de 115 997 106 ainsi détournés. Élément moral ou intention de commettre l'infraction. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, au sujet de l'intention criminelle et en faisant l'approche sociologique de la délinquance en col blanc d'Alexis Pin, qui reprend les idées forces d'Edwin Sutherland, une white collar crime ou criminel en col blanc, nous remarquons que les criminels en col blanc sont plus difficiles. Les crimes en col blanc sont plus difficiles à prouver, ce qui permet à leurs auteurs d'obtenir plus que les délinquants des rues les bénéfices du doute. En effet, nous sommes en présence de crimes de la catégorie de la criminalité économique commise par les élites, c'est-à-dire la transgression du droit par ceux qui se situent en haut de l'échelle sociale, où les actes de détournement sont conçus, mûris, structurés, maquillés et habillés de l'étoffe officielle. Les auteurs de ces crimes prennent tout le temps de monter leur plan au point de faire du trésor public l'eau bénite où ils puisent à souhait pour se oindre des bénédictions mafieuses. Quoi d'étonnant dans ce cas de voir un prévenu demander allègrement au ministère public de prouver les forfaits? C'est là, justement, la preuve que ces prévenus en col blanc mettent en place en amont de leur forfaiture un dispositif intellectuel pour brouiller les pistes et nettoyer toutes les traces criminelles. Nous ne sommes pas loin de la même méthodologie utilisée par les prévenus dans notre cas de figure. C'est pourquoi nous allons établir l'intention frauduleuse des prévenus sur base non seulement des présomptions graves, précises et concordantes, mais aussi sur base des présomptions résultant de la non-justification des sommes détenues à titre précaire et qui apparaissent clairement au travers de toutes les étapes de la vie du projet agro-industriel de Boukangalonzo. Au niveau de la conception et de la création du projet, les premiers prévenus qui étaient déjà en contact avec le troisième prévenu par le biais de son conseiller John Moussousa Oulimwengu, qui l'avait chargé de trouver les partenaires aux USA. Et ailleurs, selon les déclarations de la sénatrice Ida Kamonji,
du haut de sa fonction de Premier ministre, chef de gouvernement, de ses expériences professionnelles en qualité de ministre des Finances, directeur général du Bureau central de coordination, BCECO en cible, et de cadre à la Banque centrale, n'a eu à dresser qu'un business plan squelettique en anglais. Peut-on concevoir qu'un chef de gouvernement, sauf s'il n'a pas l'intention frauduleuse, puisse confier la conception d'un projet intéressant la nation congolaise tout entière à un conseiller de cabinet, à l'exclusion des ministres concernés, c'est-à-dire agriculture, budget, plan, industrie et portefeuille? Comment peut-on expliquer que la primature, par les prévenus, puisse faire le montage d'une étude superficielle qui ne tienne pas compte des procédures légales et pour obtenir au finish un projet au contour poreux, si ce n'est posé en connaissance des causes et de manière délibérée les jalons des détournements dont on ne peut être qu'auteur intellectuel. Ainsi, déjà dans la conception, il n'y a aucun mécanisme de contrôle, aucune élaboration d'un cahier de procédure, aucune définition du coût global estimatif. Les prévenus Matata, Premier ministre au moment des faits, ministre des Finances, ancien directeur général de BCECO et ancien cadre de la Banque centrale du Congo, ne pouvaient ignorer la nécessité absolue de la mise en place des mécanismes prudentiels. Cette manière de faire ou cette omission à prendre ces mécanismes relève de l'intention délibérée de monter une structure pour siphonner les trésors publics par le détournement massif des deniers publics. Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, l'intention frauduleuse ressort aussi à l'étape du choix du partenaire. En effet, l'un des modes opératoires qu'utilisent les auteurs du détournement est le recours à un prestataire de services appartenant à un groupe dont une ou d'autres filiales sont susceptibles d'être candidates à la réalisation du projet, avec possibilité pour ces prestataires de donner une préférence aux sociétés du groupe dont il fait partie en leur fournissant des informations exclusives qui leur permettent d'obtenir les marchés ou en imposant dans leur cahier de charges des spécificités que seules ces sociétés du groupe sont en mesure de satisfaire. Cette situation crée ainsi les prises de participation croisées dans un conflit d'intérêts inextricable. C'est cela qu'a fait les prévenus en choisissant sans appel d'offres, sans passer par la Direction générale de contrôle des marchés publics, DGCMP, les prestataires Africom Commodities. Un conglomérat comprenant les sociétés Desticlox, Triumph Fertilizer, Saint-Air, Michigan Equipment, Triumph RDC et BPI Manufacturing. Avec cette structure savamment montée, tous les achats des équipements et matériels sont réalisés par les troisièmes prévenus auprès des sociétés sœurs, sans appel d'offres et sans aucun critère d'acquisition et avec la seule approbation de ces troisièmes prévenus. Relevons que c'est encore ce troisième prévenu qui a étendu, comme une pieuvre, son emprise sur Parcagri et Marikin, des sociétés pourtant autonomes avec des responsables désignés. La sénatrice Ida Kamunji, nommée à l'époque directeur général de Parcagri, se plaignait du fait que tous les fonds destinés à Parcagri étaient payés sans aucune explication au troisième prévenu qui en disposait à souhait. Ce recours à un prestataire qui met en œuvre la structure décriée ci-dessus, le non-recours à l'appel d'offres et le versement des fonds de la Parcagri au troisième prévenu sont en réalité des actes qui consomment les détournements des deniers publics. L'intention coupable de prévenir ressort aussi de la non-mise en place d'un système comptable et financier et d'une organisation administrative de gestion des stocks. En effet, toutes les opérations comptables relatives aux activités du projet sont effectuées directement en Afrique du Sud au siège du troisième prévenu. Les états financiers esquissés ne sont pas présentés conformément au plan OADA qui est d'application en RDC depuis le 1er janvier
2014, voire l'article 6 et 16 de l'acte uniforme OHADA relatif aux droits comptables. Ces états financiers heurtent également l'article 3 de l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février 1969 qui dispose que la comptabilité des sociétés de droit national doit obligatoirement être tenue en République démocratique du Congo. Monsieur le Président, Madame, Messieurs de la Cour, vous constaterez qu'il s'agit là d'un montage ou du montage d'un circuit financier hors norme et complexe qui font de la caisse du troisième prévenu une caisse noire qui est les réceptacles utilisés pour collecter et répartir les fonds. En effet, tous les transferts et les autres opérations sont faits à l'étranger suivant une procédure opaque échappant à l'imposition et à la taxation. On a donné une apparence de légalité à des manœuvres délictueuses et l'intention frauduleuse est encore consolidée lorsqu'on examine le versement des fonds. Nous avons relevé qu'il n'y avait pas un planning défini de décaissement. Tout se faisait au gré de la volonté du troisième prévenu. Ces versements étaient continus, sans contrôle de l'utilisation des premiers fonds décaissés. Pour le fonds du contribuable congolais, les troisièmes prévenus se contentaient, comme par défi, à émettre des factures établies par lui-même et souvent sans signature ni cachet. Relevons aussi que la quasi-totalité des paiements l'ont été en procédure d'urgence au mépris des lois et instructions en vigueur relatives au marché de gré à gré et aux critères de recours à la procédure d'urgence. Il faut relever que le règlement général sur la comptabilité publique pose l'impératif des étapes d'engagement, de liquidation, d'ordonnancement et de paiement. Il n'autorise que quelques cas pour lesquels les dépenses peuvent être payées sans ordonnancement préalable et qui connaîtront un ordonnancement postérieur de régularisation. Bukangalonzo ne rentrait pas dans ces cas. Les premiers prévenus, Matata Pogno, ignorait-il cela? Bien sûr que non, car il avait signé plusieurs ordres de mission en faveur des membres de son cabinet pour la supervision des activités et du projet en fermant hermétiquement les yeux sur ces graves anomalies. L'intention coupable saute également aux yeux au vu de toutes les surfacturations que nous avons relevées dans l'exposé des faits. Cette intention criminelle ressort aussi au niveau de la création par les premiers prévenus de sa société, FIDAFRICA, pour la captation des fonds publics. Cette société, dont les associés sont les membres de la famille du premier prévenu et du troisième prévenu, a en effet acquis des matériels avec des fonds alloués aux activités du projet Bukangalonzo. Pourtant, l'ordonnance numéro 15-014 du 21 mars 2015 portant organisation et fonctionnement du gouvernement applicable au moment des faits, en son article 29 alinéa 3 et 4 dispose que durant leur fonction, les membres du gouvernement ne peuvent par eux-mêmes ou par personne interposée ni acheter ni acquérir d'aucune façon ni prendre en bail un bien qui appartient au domaine privé de l'État, des provinces ou des entités territoriales décentralisées. Ils ne peuvent prendre part directement ou indirectement au marché public, au bénéfice des administrations des institutions dans lesquelles le pouvoir central, les provinces ou les entités territoriales décentralisées ont des intérêts. Méconnaître cette disposition, créer par-dessus tout une société et allouer à celle-ci des fonds, ne contient-il pas une manifestation délibérée de l'intention frauduleuse? L'intention frauduleuse ressort enfin des diverses opérations suivantes. L'engagement des dépenses publiques non prévues et non autorisées par les budgets, l'octroi sans justification d'une somme de 10 millions de dollars à la province du Congo, qui ne les a jamais du reste reçus effectivement. Les paiements faits à Desticlox de la somme de 11 millions pour la gestion du PAIBL et pour gravillonner les voies d'accès au parc alors que la gestion relevait des CEPAGRI et alors que toutes les voies du PAIBL sont restées en sable.
la libération volontaire, sans justification aucune, de la quote-part du capital d'Africom Commodities dans les 3 sociétés, autrement dit, les paiements avec les fonds publics du capital d'un tiers. L'acceptation par les 3e prévenus, sans protestation aucune, des écarts entre les montants ordonnés en sa faveur et celui réellement reçu. La quasi-totalité des sommes reçues, cote 4001 à 4004, affiche un écart variant de 20 000 à 100 000 $ qui ne peut être dû au taux d'échange comme on a semblé le soutenir. La mise en action du compte général du Trésor par de simples correspondances adressées au gouverneur de la Banque centrale du Congo, les paiements effectués au guichet de la Banque centrale du Congo entre les mains des comptables de la primature pour les fonds destinés au 3e prévenu, les maniements des fonds publics par des personnes non habilitées. De tout ce qui précède, la Cour dira réunir les éléments constitués de la prévention et détournement de deniers publics d'une somme de 115 997 106 000 $. Après avoir démontré que les faits de détournement reprochés au 1er et 3e prévenu sont établis, il faut donc à présent considérer que la nature et les degrés de participation, criminelle de chacun des prévenus impliqués. Dès la participation criminelle, il y a participation criminelle lorsque plusieurs personnes prennent une part, plus ou moins active et plus ou moins directe, à la perpétration d'une infraction. Pour que la participation à une infraction soit punissable, il faut que soient réunies 3 conditions. La nécessité d'un fait principal punissable, l'acte de participation et l'élément moral. Toute participation n'est pas punissable. Elle ne le devient que si elle consiste à favoriser la commission d'une infraction prévue et punie par les lois. Dans les cas d'espèce, le détournement des deniers publics est l'infraction principale concernée. L'acte positif de la participation doit rentrer dans les cas de décès qui sont limitativement énumérés par les articles 22 et 21 à 23 du Code pénal livre 1er. Il s'agit des actes de coopération et d'aide à l'exécution de l'infraction, de la provocation privée ou publique de l'infraction par divers moyens de pression. Il s'agit aussi des instructions et moyens fournis par la commission de l'infraction. Celui qui n'a été que spectateur d'une infraction ne peut être puni. L'acte commis doit en outre être antérieur ou concomitant à la commission de l'infraction. Un acte postérieur n'est pas en principe punissable. Toutefois, les actes de consommation, c'est-à-dire ceux qui s'accomplissent aussitôt après l'infraction en vue de procurer l'impunité au coupable, peuvent être considérés comme des actes de complicité s'ils résultent d'une entente avec l'auteur du crime. L'élément moral de cette participation, la participation à une infraction doit être volontaire et consciente, c'est-à-dire que chaque agent doit savoir qu'il coopère à la perpétration d'un fait délictueux et doit avoir la volonté d'agir en vue de réaliser l'infraction. Il faut que tous les participants soient unis par la même intention criminelle, mais ce concert de volonté peut être tacite. Dans les cas d'espèce, selon les éléments du dossier auxquels vous avez égard, le prévenu Matata Pogno et Augustin est la véritable charnière du détournement de la somme de 115 millions. C'est lui qui a conçu et monté le projet, c'est lui qui a ordonné les paiements, c'est encore lui qui a choisi le 3e prévenu au mépris de la procédure, c'est encore lui qui est à la base de la création de la société FID Africa et du paiement des Sticlox. C'est le prévenu qui a prêté un concours. Le 3e prévenu, par contre, a prêté un concours indispensable à la sortie des fonds publics, concrétisant les détournements qui en était le but final. Il est donc au titre d'instigateur et d'organisateur, auteur intellectuel de détournement, et ici ressort clairement de l'utilisation par les prévenus de son conseiller John Lumwengu, érigé en super ministre. De fait, se substituant au ministre du budget, de l'agriculture et du portefeuille pour la réussite de toutes les opérations s'agissant du détournement. S'agissant du prévenu Grobler Christo, il a participé au détournement comme co-auteur. En effet, les dossiers ainsi que l'instruction menée révèlent que son rôle a été d'apporter son aide indispensable dans le montage et l'exécution d'un projet intrinsèquement vicié qui a conduit au détournement massif des fonds publics.
Sa participation directe ressort aussi de la surfacturation de la valeur des équipements matériels et intrants pour justifier les fonds reçus, et c'est au moyen de fausses factures qu'il établissait. Il a également aidé au détournement en ne libérant pas la part du capital social dans les 3 sociétés. Il a en outre monté un circuit financier complexe de transfert des fonds au mépris du droit au WADA et de la législation congolaise sur la tenue de la comptabilité. Il s'est aussi accaparé des fonds destinés aux activités des parcs agri sous le silence du premier prévenu et nonobstant les réclamations faites par le directeur général des parcs agri. Et aussi, alors qu'il recevait les fonds pour la gestion du projet dans le cadre de la société prestataire CEPAGRI, il a également perçu des fonds abusivement payés par les premiers prévenus à Desticlos pour la même gestion. C'est encore lui qui, sans aucune protestation, percevait les fonds lui destinés sans dénoncer les écarts entre les sommes ordonnancées et les sommes lui payées effectivement. Et dans les actes qui ont consommé les détournements, il a participé à l'effacement des traces des détournements en laissant à l'abandon les sites du projet. Par ces actes, les prévenus Christos Stéphanous, chargé en sa double qualité de prestataire de services, en sa double qualité aussi de une personne chargée de l'exécution d'une mission d'intérêt général, avec connaissance, coopéré directement à la commission de l'infraction et détournement de deniers publics qui leur est reproché, mode prévu par l'article 21 alinéa 1er, Code pénal livre 1er. En définitive, il résulte des faits et actes de la cause une volonté commune et convergente de tous les 2 prévenus de se procurer un avantage illicite, notamment en ordonnant des paiements et en les acceptant. Bukangalonzo n'était constitué que dans le but d'avoir indûment de l'argent, contrairement à son objet social officiel. Du détournement de deniers publics à charge de Matata Pogno Augustin et Mutombo Mwana Niembo de Gracias. Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Haute Cour, nous l'avions dit, le détournement de deniers publics est l'opération illégale qui consiste à utiliser des sommes ou des biens appartenant à la collectivité à des fins autres que les biens publics. Il s'agit d'une appropriation frauduleuse des fonds, des sommes dont on est dépositaire. Tout en renvoyant donc aux commentaires qui définissent la prévention du détournement des deniers publics, je passe une spécie casu de la qualité de l'auteur. Il doit s'agir d'un fonctionnaire, d'un agent public ou une personne chargée d'un service public. Et nous avons défini qui était fonctionnaire public en droit positif congolais, et les prévenus Matata étaient au moment des faits membre du gouvernement en qualité de Premier ministre. Cette qualité est donc consolidée dans les chefs du premier prévenu, rendant également compétente vos juridictions à poursuivre les 2e prévenus, son co-auteur, conformément aux prescrits des dispositions préappelées. Pour que l'infraction de détournement des deniers publics soit établie, il faut qu'il s'agisse, nous l'avions dit, et dans les cas d'espèces, nous avons relevé que le montant total décaissé par les trésors publics, rien n'a été effectivement affecté à la construction du marché international de Kinshasa. Les premiers et les 2e prévenus n'ont pas su justifier la somme ainsi détournée. La somme détournée de 89 millions de dollars constitue donc des fonds publics décaissés par les premiers et les 2e prévenus, à savoir la construction du marché international de Kinshasa, Marikina Sigle. Les 3e prévenus, les prévenus Grobler, ne reconnaît pas avoir reçu la somme de 80 millions de dollars américains que ni les prévenus Matata ni les prévenus Mutombo n'ont pu justifier. Il ressort des pièces du dossier que les 2e prévenus, les prévenus Mutombo, organe central de la Banque centrale du Congo au moment des faits, nous a renvoyé lors de son audition à la Banque centrale pour obtenir les preuves de paiement de ces fonds au 3e prévenu.
la Banque centrale du Congo requise n'a pas su nous transmettre ces preuves de paiement qui en réalité n'existaient pas. Si donc ces fonds n'ont pas été remis aux prévenus Grobler, où sont-ils passés? Les premiers prévenus donneurs d'ordre et les deuxièmes prévenus exécutant ces ordres les ont purement et simplement détournés. Élément intentionnel. Le fait pour le prévenu Matata, d'avoir sur la période allant du mois de novembre 2013 au mois de novembre 2016 ordonné le paiement des tranches d'une somme de 4 800 000 $ jusqu'à atteindre la somme de 80 millions de dollars, et ce, sans contrôle et sans évaluation de l'utilisation des premiers fonds libérés, établit son intention frauduleuse, surtout qu'il n'a jamais su justifier la destination et l'utilisation de ces fonds. S'agissant du premier prévenu, le fait pour lui d'émettre des avis de débit laconiques, n'indiquant pas le code SWIFT des banques commerciales qu'il instruisait de payer le troisième prévenu, et l'absence d'indication de code SWIFT des banques sud-africaines vers lesquelles chutaient les fonds décaissés, constitue l'intention frauduleuse, surtout que ces avis de débit ainsi établis constituent des faux de la participation criminelle. Comme dit plus haut, les avis de débit émis par le deuxième prévenu cristallisent la manœuvre frauduleuse constitutive de l'aide indispensable à la réalisation des détournements de la somme de 80. Le deuxième prévenu, Mutombo, est coauteur du détournement. Par ce motif, Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, tous les éléments constitutifs des infractions mises à charge des prévenus étant réunis, requérons qu'il plaise à votre haute cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mis à charge de prévenus Matata, Pogno, Augustin et Mutombo, Mwana Niembo, de Gracias. De les condamner par conséquent, chacun à 20 ans de travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwana Niembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Vous les condamnez aussi à la privation, à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous ordonnerez l'expulsion définitive du territoire national après exécution de la peine du prévenu Christo Grobler Stéphanus. Condamnez chaque prévenu aux frais d'instance. Ça sera justice. J'ai dit, je vous remercie. La Cour prend acte de vos réquisitions. Monsieur le procureur général, je vous remercie. Elle clôt ainsi les débats, met la cause en délibéré et dit que l'arrêt sera prononcé le 14 mai 2025. L'audience est levée.